Que vaut ce livre d'aldostérone toxique, ce que les coachs de carrière ne vous disent pas? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de l'acheter? Pourquoi cette vidéo? Parce que ce livre, à mon avis, n'est pas fait pour tout le monde. Aldo, il fait du très bon contenu, donc c'est un YouTuber que vous avez sûrement déjà vu sur cette chaîne. J'ai fait des réactions à ses vidéos, notamment sur le monde du travail. Il aime beaucoup aborder des sujets comme pourquoi est-ce que tu n'es pas promu alors que tu es très bon, comment faire pour s'en sortir en entreprise, comment faire pour éviter de se faire manipuler, comment ne pas perdre face à des gens qui, eux, sont manipulateurs et influencent les autres. Aldo, il a donc sorti ce livre il y a 2-3 mois, il en parle beaucoup sur sa chaîne. Il y a des points extrêmement positifs, il y a des choses que j'adore dans ce livre, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est brutal. Donc, je te décris un peu rapidement ce que c'est, je te dis les points positifs et négatifs, et ensuite je te dis les 7 leçons que j'ai apprises de ce livre, 7 passages qui sont vraiment inspirants et que je te recommande de lire si tu en as l'occasion. De quoi on parle donc? C'est un livre qui fait 162 pages, il est relativement complet, avec voici la taille d'écriture, tu peux voir, ça va, c'est pas écrit trop petit, ça se lit facilement. 13 chapitres, plus une introduction, et beaucoup des chapitres, notamment les premiers, commencent avec une histoire personnelle d'Aldo. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable, il est dans le concret. Certaines histoires, si tu le suis, ont déjà été évoquées sur sa chaîne, mais s'il y a une chose que je note, c'est qu'on a l'impression qu'on a l'histoire complète ici. Par moment, sur sa chaîne, il ne va pas forcément tout dire. Et comment il peut faire ça? Justement, on en arrive au défaut du livre, en étant brutalement honnête et en étant donc brutal. L'avantage, c'est qu'il va te dire la vérité, il ne va pas mâcher ses mots. L'inconvénient, c'est que certains types de personnes pourraient être brusquées ou ne pas aimer, ne pas accrocher, ne pas comprendre pourquoi il y a autant de brutalité. La façon dont il le dit, c'est d'ailleurs sa dernière phrase en dos de couverture. Ce livre est parfois brutal, mais je ne suis que le narrateur du pourquoi. Dit autrement, le monde du travail est brutal, le livre doit donc l'être parce qu'il reflète la réalité. Je vais vous lire un exemple, page 40, de la brutalité et même de la vulgarité qu'il peut y avoir dans le livre. 3e paragraphe. À ce stade du livre, on commence à bien se connaître, vous et moi. Je vous demande donc d'être un fils de... Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Voilà, demander à être un fils de... C'est pas forcément la chose la moins vulgaire, mais il a des raisons, il les explique. Mais maintenant, ces éléments qui me paraissent intéressants et qui permettent de justifier à eux seuls le fait de lire le livre complet. Page 14, l'explication de pourquoi ce sont des biens sociaux qui sont toujours détournés en nature par les personnes dans l'entreprise. Il revient sur le fait que voler de l'argent, c'est difficile, ça peut être tracé, et tous les jeux de pouvoir qui font que, bah oui, quand tu te retrouves dans une position avec du pouvoir justement, un peu de marge de manœuvre, bah tu peux très facilement faire du troc avec d'autres personnes, du troc d'ailleurs qui est peu visible. Et il donne un exemple. Il y a un responsable à l'hôpital et ta maman a besoin d'une prise en charge, donc tu viens me voir pour me demander de l'aide, je fais passer ta maman avant les autres. Par contre, il se trouve que toi, tu connais quelqu'un qui est responsable d'université, mon fils, il a besoin d'un petit coup de main aussi pour rentrer à l'université, il n'a pas les notes qu'il faut, et bah tu vas m'aider. Pour le risque zéro, il faut viser le troc donnant-donnant. Ce genre d'accords ne sont ni traçables ni prouvables, et en plus, pour enquêter à leur sujet, il est nécessaire de déployer une force de frappe disproportionnée. Bref, c'est une bonne remise à jour pour comprendre certaines des actions qui peuvent se passer autour de toi en entreprise, des personnes qui abusent de leur pouvoir, pourquoi elles le font et comment s'en prévenir, parce que si on n'identifie pas un problème, on ne peut pas s'en prémunir ou anticiper et voir qu'il va y avoir des effets secondaires aux actions qu'on peut vouloir mettre en place, notamment si tu es ingénieur ou que tu es cadre, tu veux mettre une politique pour réduire les privilèges de certaines personnes ou le pouvoir de certaines personnes, attention, il l'utilise peut-être de manière justement en troc ou en abusant de ce pouvoir-là, tu risques d'avoir ces personnes contre toi très rapidement. Élément numéro 2, trop cool de ce livre, c'est qu'il propose une stratégie originale pour répondre aux questions des RH, notamment aux tests psychologiques, psychométriques en entreprise. Ça arrive, tu es dans une entreprise, tous les 1-2 ans, ils veulent te faire passer des tests pour savoir dans quelle case ils te mettre, extraverti, introverti, bref, pas mal de choses. 99% du temps, pour des cadres ou pour des ingénieurs, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de pseudo-sciences là-dedans. Ce qu'ils s'amusent à faire, lorsque ces réunions présentent peu d'intérêt, j'ai développé des stratégies de survie. Aux questionnaires qu'elles faisaient tourner, je répondais au hasard. Ceci donnait des résultats assez originaux. Les RH devaient alors se pencher sur les tables d'interprétation pour essayer de concilier les contradictions. Et j'ai trouvé ça tellement drôle parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on veut juste que la séance se passe, qu'on a des gens qui sont incompétents en face de nous, qui veulent dire n'importe quoi et juste gagner leur pomme en vendant des services de RH ou de tests psychologiques qui ne servent à rien. Ça peut être intéressant de faire cette strat. Alors attention, ne le faites pas quand vous êtes en début de carrière, mais si vous l'avez fait 3-4 fois et qu'à chaque fois ça ne sert à rien, voilà. Vous savez que vous avez une stratégie alternative pour vous amuser un peu. Numéro 3, on reste sur une stratégie intéressante pour éviter de trop boire.
Parce que oui, il arrive à l'entreprise, on va t'inviter à prendre des verres après le boulot, il va y avoir des after-work, il va y avoir des événements annuels, des célébrations comme Noël, Nouvel An ou l'anniversaire de l'entreprise, où il y aura des boissons. Si tu bois, très bien, mais par moment, tu n'as pas envie de boire. Là, depuis le début, je m'étais fait servir un verre de blanc que je remplaçais discrètement par de l'eau minérale. Et c'est tellement smart. Il y a des fois où tu ne peux pas dire non. Enfin, tu peux, mais tu vas te mettre à mal des gens. Tu n'as pas envie de dire non par convenance et pour éviter d'avoir des gens qui te posent des questions. Peu importe la situation. Se dire, tu demandes du blanc et limite, soit tu l'enlèves totalement, tu remplaces par de l'eau, soit tu coupes ton blanc à l'eau. Alors il sera dégueulasse, mais voilà, tu prends ça de blanc, tu mets ça d'eau dedans, ça ressemble toujours à du blanc, personne ne va t'embêter et on a l'impression que tu bois. C'est très malin. Numéro 4 comme élément, comme raisonnement que j'ai trouvé intéressant et qui m'a fait me dire que le livre était bien et valait le coup pour lire les histoires qu'il y a autour, c'est sur l'innovation dans les entreprises, notamment les entreprises européennes et américaines. J'avais jamais réfléchi à comment est-ce qu'une entreprise innove, et je cite, « La bourse, donc les marchés financiers, considère que la recherche et développement comporte beaucoup de risques. La recherche n'a pas de résultats prévisibles ni garantis. Les Asiatiques sont à fond dedans, mais pas les Occidentaux qui sont sortis de toute projection à long terme. La seule manière qui reste pour ajouter de l'innovation, c'est d'acheter des startups ayant des idées et des brevets intéressants. Cet achat donne, tout du moins sur le papier, des résultats plus prévisibles. » En lisant ça, j'ai compris pourquoi certaines entreprises pouvaient ne pas investir du tout dans la recherche, comme on peut l'entendre quand on est ingénieur, c'est-à-dire mettre des moyens, des personnes qui vont chercher des innovations en interne, mais ces projets peuvent n'aller nulle part et qu'il est beaucoup plus facile d'acheter une startup. Et ça a un impact. Ça a un impact, pourquoi je le dis ici? Et je te recommande de lire les histoires de ce chapitre qui est le chapitre Mon expérience de manager. Je te recommande parce que tu vas comprendre les intérêts d'autres personnes autour de toi, que ce soit des directeurs de l'innovation, que ce soit des managers qui veulent monter, qui ont beaucoup plus intérêt à être pour un rachat d'entreprise, un rachat de start-up, que pour financer la recherche, parce qu'eux, ils veulent absolument monter et ils se disent qu'il y aura beaucoup plus de résultats en achetant une start-up qu'autre chose. Donc tu peux avoir des personnes qui vont avoir des comportements, qui vont prendre des décisions contre potentiellement ce que tu penses. Et si tu n'es pas au courant de ça avant, tu risques de te faire avoir. Numéro 5, page 110, on est sur la discrimination au travail. Discrimination, on connaît, ça existe bien entendu, ça peut aller dans tous les sens. Et là, il explique pourquoi une personne discriminée sera généralement la plus compétente à son job dans une équipe donnée. Paradoxalement, une personne discriminée devient souvent la meilleure et la plus pointue de son équipe. La raison est simple, sans la discrimination, à ce même niveau de compétence, elle serait normalement beaucoup plus haut. Bah oui, parce que toute personne qui arrive à un niveau de compétence élevé dans une équipe, si elle n'est pas discriminée, va sûrement continuer à monter ou aller dans une autre équipe. Et seules les personnes discriminées à ce niveau-là vont rester parce qu'ils vont être empêchés d'aller ailleurs. Et donc dans une équipe, pour les personnes discriminées, si elles sont fortes, ce sera sûrement les personnes les plus fortes techniquement de l'équipe. Ça, pourquoi c'est-ce que c'est utile de lire ces histoires-là? Si tu te retrouves un jour discriminé au travail, ou si tu vois d'autres personnes qui le sont, ça peut t'aider à comprendre les mécanismes sous-jacents en jeu et un peu plus avoir une perspective pour t'en sortir. Numéro 6, page 123, une mention sur les collègues, un raisonnement qui est débattable, mais qui vaut la peine d'être entendu. Son point est, vos collègues ne sont pas vos amis, tout comme les RH d'ailleurs, mais vos collègues ne sont pas vos amis et même ce sont parmi les pires personnes que vous pourrez rencontrer en termes d'intérêts divergents, c'est-à-dire qui ont des intérêts contraires aux vôtres. Extrait, vos collègues ne sont pas juste des inconnus, ils sont pires que les inconnus. Le gars qui survole votre ville assis sur le siège 13D d'un avion qui fonce dans la nuit n'est pas en compétition directe avec vous. Un collègue, si. Et oui, tout inconnu, en fait, a priori, n'est pas en compétition avec vous, alors qu'un collègue, oui. Donc ça peut créer des dynamiques qui ne sont pas normales, qui ne sont pas usuelles. C'est là d'où viennent beaucoup, par exemple, de coups de couteau dans le dos. Comprendre qu'à un moment donné, des managers, des directeurs ou même la structure de l'entreprise peuvent vous mettre en compétition avec vos collègues et pour certains potentiellement vos amis, ben c'est mieux pouvoir anticiper certaines réactions et s'en prévenir. C'est-à-dire, par exemple, ne pas donner sa confiance à l'aveugle à quelqu'un, surtout à un collègue, parce qu'un jour, malheureusement, si la seule façon qu'il a de sauver son job ou de monter, et donc de subvenir aux besoins de sa famille, de lui, de sa femme, de son mari, de ses enfants, dans la balance, sacrifier un collègue de travail est potentiellement plus pertinent pour lui. Donc, ne pas être naïf par rapport à ça. Numéro 7, page 132, on est sur le recrutement et pourquoi
Certains boss préfèrent recruter quelqu'un d'incompétent plutôt que d'embaucher personne parce qu'il n'y avait pas de bon candidat. Et ce raisonnement est horrible mais tellement vrai dans les grandes entreprises. Je l'ai lu, j'y avais jamais pensé, mais c'était une révélation aussi de « Ah mais ça fait sens ». C'est ainsi que j'ai vu des gens foirer leur entretien, puis recevoir quand même une offre et un contrat. Pour le manager, c'est une technique pour préserver le poste. Si l'employé démissionne plus tard ou est licencié, c'est plus facile d'obtenir un remplaçant sur le même budget. Alors que s'il laisse le poste se faire fermer par les ressources humaines, alors le manager n'aura pas d'autres employés de sitôt. Le manager a donc intérêt à embaucher quelqu'un même de pas compétent juste pour garder le budget du poste, quitte à le virer ensuite ou à faire en sorte qu'il démissionne. Ce qui a d'ailleurs des conséquences. Si vous postulez en début de process, n'hésitez pas à repostuler 4 semaines plus tard si vous n'avez pas eu de réponse, ou voire 2 mois plus tard si le poste est toujours ouvert, parce qu'ils auront tout intérêt à prendre des gens, quitte à ce qu'ils soient moins bien qualifiés à la fin, parce qu'ils sont dans l'urgence de trouver quelqu'un et de garder le budget. Numéro 8, ça c'est un bonus, je vous ai dit qu'il y en avait 7, mais en fait il y en a 8. C'est page 132, et ça c'est pourquoi est-ce que des gens excellents ne vont pas être promus, et à la place des gens qui sont très bons communicants et qui font moyennement leur job peuvent être promus. Et en général, on se dit, bah oui, ils parlent plus, ils vont avoir le job, très bien. Mais là, il y a une raison encore plus smart, il y a un alignement d'intérêt avec les directeurs et les gens qui sont au-dessus de cette personne-là, de ce manipulateur, pour le faire monter vite. Nous gaspillons un potentiel énorme en laissant cette personne dans un poste qui ne s'aligne pas complètement avec son profil. Il faut absolument le promouvoir pour qu'il réalise son meilleur potentiel. Vu ce qu'il délivre dans son rôle actuel, c'est-à-dire pas grand-chose, on pourra facilement le remplacer ou partager son travail entre les exécutants. En plus, si on le pousse vers le haut, il y gagne en influence et en pouvoir, et c'est toute notre clique qui sera favorisée, il saura nous renvoyer l'ascenseur. Et oui, si quelqu'un est moyen dans son poste, en fait, il est très facile à remplacer. Et vu qu'il a des capacités de communication et d'influence et qu'il est fiable et loyal par rapport aux gens qui veulent le faire monter, bah on le fait monter, on gagne tout et on le remplace facilement. Et ce raisonnement de pouvoir être remplacé facilement, eh ben, il faut y penser si tu veux monter. Il ne faut pas être irremplaçable, sinon, malheureusement, des perspectives, des opportunités peuvent se fermer à toi. Au global, le livre est brutal. Et je ne suis pas d'accord aussi avec le vernis négatif qu'il a, c'est-à-dire il a pas mal de pessimisme par moment. Peut-être c'est la différence d'âge, qui sait. Mais en tout cas, je suis un peu plus optimiste que lui et je ne partage pas tous ses avis, mais c'est un bon livre qui présente des anecdotes réelles qui montrent l'envers du décor de ce qu'il peut y avoir au travail. Si tu es OK avec quelqu'un qui peut te rentrer dedans au niveau du livre, ça peut être quelque chose pour toi et je te le conseille dans ce cas-là. Et une dernière remarque, il est facile pour n'importe qui de critiquer un livre alors qu'on n'en a pas fait. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dans laquelle je dis les 10 erreurs que j'ai faites en écrivant mon livre, dans le bon sens. Et la vidéo, elle s'affiche à l'écran. Je te la recommande si un jour tu veux écrire un livre ou que tu te demandes les erreurs que j'ai pu faire quand moi j'ai écrit le premier. Merci, très bonne journée à toi.